Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papyrus. Reprenons les choses là où nous les avions laissées. La dernière fois, on était en train d'essayer de s'interroger sur la légitimité du jeu vidéo à être un art. Et on avait essayé de donner une définition à l'art, et cette dernière s'articulait autour de 3 points. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça véhicule des trucs? Et comment ça le fait différemment? Dans la dernière vidéo d'art et jeux vidéo, on avait esquivé avec une petite pirouette intellectuelle la question qui demandait si, oui ou non, une seule œuvre avait le pouvoir de décrédibiliser toutes les prétentions du jeu vidéo à devenir un art. Mais reprenons cette question sérieusement. Non, un jeu vidéo qui d'après notre définition ne serait pas une œuvre d'art n'est pas suffisant, sinon rien ne serait stable. En réalité, les choses ne sont pas aussi cloisonnées. En effet, le premier pélo passant revendiquant sa croûte comme une peinture ne pourrait pas venir tout remettre en cause juste parce qu'il a merdé. Pour le jeu vidéo, c'est simple. Une œuvre qui n'est même pas au moins amusante se décrédibilise d'elle-même. C'est alors plus simple de statuer sur le sort d'une création vidéoludique que sur un film ou une sculpture. En effet, ici, nul besoin de grandes pontes statuant sur tel ou tel jeu pour conclure si oui ou non il s'intègre bien dans le courant. C'est bien la seule forme d'art qui s'autosuffise pour conclure sur la légitimité de ses œuvres à lui appartenir. En bref, le jeu vidéo, lui, quel que soit ce qu'il cherche à transmettre, doit avoir au moins une dimension divertissante. C'est intrinsèque à sa définition, c'est dans son nom même. Maintenant, il faut se poser la question, celle qui a véritablement la capacité de déclarer si oui ou non le jeu vidéo aurait la possibilité de rejoindre la liste déjà existante des arts. Qu'est-ce qui transmet l'émotion différemment de tout ce qui existe aujourd'hui? En effet, dans l'état actuel, le jeu vidéo est dans la même veine que le cinéma, une sorte de méta-genre qui en englobe d'autres. Néanmoins, si le cinéma a su se démarquer, quid du jeu vidéo? Si ce dernier ne parvenait pas à se distinguer, il deviendrait alors un sous-genre du cinéma. Comparer le jeu vidéo et le cinéma est aussi absurde qu'obligatoire. Obligatoire parce qu'ils sont par essence très semblables. On retrouve dans chacun un script, un montage, de la mise en scène, un jeu d'acteur, des effets spéciaux, de la musique, bref. Le jeu vidéo semble fonctionner comme le cinéma. Semble, et ce semble rend caduque toute comparaison entre les deux. Tout simplement parce que la seule différence entre les deux est suffisante pour renvoyer au tapis toutes les considérations précédemment évoquées. De la même façon que ce qui distingue le cinéma et la photographie est tellement évident qu'il serait grotesque que de dire que c'est la même chose. Hashtag colère. Colère. L'un utilise les codes de l'autre en les redéfinissant autour de ce point qui fait la distinction avec les autres. Bon, on a ça attendu. Alors accrochez-vous à l'élastique de votre caleçon et autres petites culottes en tout genre, car voici la révélation qui va changer votre vie. Dans un jeu vidéo, on joue. Ouais putain, ouais. Ouais, on joue putain. Et ce petit truc balaye avec une petite gifle humiliante toutes les comparaisons avec tout ce qui existe actuellement. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui parle du gameplay. C'est une notion centrale sans laquelle on ne peut avancer. Ce lien entre joueur et machine, qui est défini par le gameplay, est le véritable vecteur de transmission. C'est lui qui a la possibilité de légitimer le jeu comme un art. Mais comment diable est-ce possible? Demanderiez-vous un sourcil vaguement arqué entre deux bâillements baveux? Comment un ensemble de règles peut-il transmettre des sentiments? Parce que oui, on a bien compris qu'un jeu ça devait être amusant, mais dans la vie, des trucs amusants, il y en a pléthore. Genre vraiment, le gameplay est-il vraiment capable de transmettre autre chose? Et comment pourrait-il le faire, bon sang? Bon, chaque chose en son temps, voulez-vous? Procédons dans l'ordre. Comme on aime bien se poser des questions, posons-nous-en. L'amusement est-il suffisant donc? Eh ben, j'ai beau chercher, je peine un peu à trouver un jeu qui ne soit que amusant. Enfin, tout dépend comment on utilise amusant. Soit on l'utilise comme on dirait divertissant pour le dernier Fast and Furious en date, soit on l'utilise dans le sens rigoureux du terme. La définition du Larousse nous dit que ce qui amuse est ce qui divertit. Bon, nous voilà bigrement avancés. Plus sérieusement, s'amuser c'est effectuer une action qui nous fasse plaisir. Et là, qui nous fasse plaisir, c'est un peu comme ce que je trouve beau. Une subjectivité à toute épreuve. Toutefois, on peut prendre du plaisir à beaucoup de choses. À avoir peur, à être triste, mélancolique, euphorique, satisfait, etc. Et ça, le jeu vidéo, il sait y faire. Ah non, il sait faire, hein. Les exemples sont nombreux. Evil Within fait peur, autant que Doom défoule, qu'Undertale rend triste et que Call of Duty satisfait. Ou frustre. Le jeu vidéo possède un panel si vaste de jeux en tout genre, connus ou méconnus, qu'il n'y a qu'à se baisser pour trouver un titre qui vous fasse plaisir. Donc finalement, se demander si l'amusement est suffisant, c'est beaucoup trop large pour apporter un réel élément de réponse. Mais le gameplay, est-ce vraiment lui qui permet tout ça? Et comment le peut-il, que diable? Quand on joue à Mass Effect 3 par exemple, les cinématiques sont tellement folles, les jeux d'acteurs bons, les dialogues bien écrits, la mise en scène et la réalisation font tellement le café, que tout ça transmet aisément quelque chose, et avec des codes qui appartiennent au cinéma, et non aux jeux vidéo. Alors supposons que tout cela ne compte pas. Enfin si, ça compte.
mais différemment de la façon dont on pourrait le concevoir au premier abord. Ici, les cinématiques ne forment pas le plaisir de jeu, elles le soutiennent, tout comme la musique par exemple. Dans le troisième opus donc, vous devez préparer la galaxie pour lutter contre une invasion préparée depuis des millénaires. Et bien votre parcours dans cette lutte, c'est vous qui la définissez par votre façon de jouer. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, vous êtes guidé. Néanmoins, votre façon de jouer avec les règles que l'on vous impose conditionne la suite des événements. Ainsi, si la galaxie meurt à cause des méchants, ce sera votre faute. C'est votre façon de jouer qui aura conduit à une telle fin. À ce moment-là, le savoir est une chose, mais le voir soutient encore plus tout cela. Comme on le disait tout à l'heure, les cinématiques arrivent alors pour soutenir le plaisir de jeu. Bon, on commence à dégrossir tout ça. On voit bien qu'une façon de jouer peut aisément transmettre quelque chose. Et dans un jeu où vous êtes guidé, où il n'y a qu'une seule façon d'atteindre la fin du jeu, comme dans Doom ou dans Uncharted, vous ressentirez peu ou prou ce que l'on a voulu vous faire ressentir. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait dans la mise en place des règles que quelqu'un puisse vous faire ressentir quelque chose ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les codes qui régissent le jeu vidéo, ceux-là même avec lesquels on joue pour arriver à nos fins. Reprenons le cinéma par exemple. Une technique de mise en scène classique pour faire ressentir l'emprisonnement d'un personnage par une pression quelconque consiste à le filmer dans un plan plutôt large, puis à resserrer le cadrage en se rapprochant de lui. Le personnage est alors prisonnier du plan comme il l'est de la situation. Et là, hop, on fait comprendre quelque chose sans avoir besoin de le dire. Eh bien, il existe des codes similaires dans le jeu vidéo. Dans les premiers Resident Evil, par exemple, la caméra ne suit pas forcément toujours le joueur dans ses déplacements. Ce dernier ne voit alors pas ce qu'il y a devant lui, créant nécessairement un sentiment de stress, soutenu par l'ambiance et l'histoire. Ça, c'est l'expérience de jeu, comme on en parlait dans l'aparté. Pour le gameplay, les balles sont rares comme les soins, et donc le droit à l'erreur est limité, et également stressant. Lorsqu'on imagine un game design, il faut se demander ce que l'on cherche à faire ressentir aux joueurs. Si c'est de l'adrénaline que je veux, alors je vais concevoir des mécaniques pour un jeu rapide, où je suis au même niveau que les ennemis, où l'échec se solde par la mort, mais en récompensant le joueur s'il prend des risques. Si c'est une sensation de puissance jouissive que je recherche, alors je rends le joueur plus fort que les ennemis, et je crée des zones où ils sont en surnombre, accompagnant chaque tir et chaque mort d'un important feedback comme une cutscene d'exécution, la manette qui vibre et un peu de violence. Si je cherche à faire un ascenseur émotionnel, alors je place le joueur face à des dilemmes moraux dont il est lui-même la cause. Je conçois des niveaux où il doit jouer avec des personnages du jeu, interagir avec eux, voire se battre avec eux pour créer un lien. Puis à la suite d'action du joueur, ces mêmes personnages meurent ou se retourneront contre lui. Et je mets à nouveau cela en action par des niveaux de jeu. Si je cherche à montrer que l'avatar du joueur est en difficulté, alors je lui fais jouer, je ne lui montre pas via une cutscene, car il est impossible que le joueur perde pendant une cinématique. Il n'y a donc aucun enjeu, et cela rend le joueur passif. C'est paradoxal, mais les cinématiques, même si le joueur n'y joue pas, ne le rendent pas forcément passif si elles viennent récompenser ses actes ou montrer la conséquence de ses actes. Il n'y a aucune recette miracle, à la rigueur peut-être un chouïa de psychologie. Pour comprendre ce qui peut fonctionner sur un joueur, rien de tel que de comprendre le joueur. Il faut chercher à donner au maximum du sens à toutes les mécaniques. Lorsque l'on rajoute un élément, il faut toujours se demander si et comment il dessert le propos. Pour reprendre l'exemple de Mass Effect, avoir deux compagnons pendant une mission a un sens assez fort par exemple, puisque des enjeux sentimentaux s'engagent avec eux et qu'ils sont de votre équipage. Il y a donc un but au niveau de l'histoire, du gameplay et du message véhiculé. Si un membre de mon équipe mourrait dans Mass Effect, sans que je n'ai jamais eu une seule fois effectué une mission avec lui, ça ne m'affecterait absolument pas, ou très peu, quand bien même il aurait été développé dans des cinématiques. Et on a bien trouvé ce que l'on cherchait, un autre moyen d'expression qui légitime les prétentions du jeu vidéo à être un art, et qui en plus le distingue des autres. Et tout cela est très important. En effet maintenant, plus question de dire qu'un jeu vidéo est une œuvre d'art parce qu'il est visuellement abouti. Si un jeu doit être présenté comme une œuvre d'art, c'est par son gameplay qu'il doit se distinguer. Évidemment que c'est un tout, évidemment que tous les éléments du jeu vidéo font ce qu'il est. Et n'oubliez pas que le cœur artistique d'un jeu est son game design. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à nouveau pour vos retours et vos encouragements qui me permettent de toujours continuer d'améliorer le fond et la forme. En tout cas, la prochaine vidéo sera très probablement la dernière d'Art et Jeux Vidéo et traitera de la question suivante: pourquoi est-ce important de se demander si le jeu vidéo est un art? En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.